Aujourd'hui, direction Montréal, au bord du fleuve Saint-Laurent, pour découvrir l'un des ensembles de logements les plus iconiques, photographiés et débattus du XXe siècle, Habitat 67, conçu par l'architecte Moshe Safdie. À première vue, Habitat 67 ressemble à une sculpture monumentale composée de cubes empilés de manière presque aléatoire. Pourtant, derrière cette apparente complexité formelle se cache une idée simple mais radicale, réconcilier les qualités de la maison individuelle avec la densité du logement collectif. Habitat 67 n'est pas né comme un projet immobilier classique. À l'origine, il s'agit du projet de fin d'études de Moshe Safdie, alors jeune architecte de 25 ans, diplômé de l'université McGill. Son projet attire l'attention des organisateurs de l'exposition universelle de Montréal de 1967, dont le thème est « Terre des hommes », inspiré de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans un contexte d'après-guerre marqué par une urbanisation rapide, une croissance démographique forte et une critique croissante des grands ensembles modernistes, Habitat 67 se veut une alternative. Là où les tours et barres de logements sont souvent accusés d'anonymat, de monotonie et de rupture sociale, Safdie propose une autre voie, une architecture dense mais individualisée. Le principe est celui de la modularité tridimensionnelle. Habitat 67 est composé de 354 modules préfabriqués en béton, assemblés pour former 158 logements, tous différents. Chaque appartement dispose d'au moins une terrasse privée, parfois 2 ou 3, créant une relation directe avec l'extérieur, même à plusieurs étages de hauteur. Contrairement aux immeubles traditionnels, ici, aucun logement n'est strictement superposé de manière répétitive. Les modules s'imbriquent et se décalent, créent des vides, des retraits, des jeux d'ombres et de lumière. L'objectif est clair, offrir à chaque habitant de la lumière naturelle, de l'intimité et une vue dégagée tout en maintenant une forte densité urbaine. Sur le plan technique, le projet est ambitieux, voire risqué. Les modules sont fabriqués en usine, transportés sur site, puis assemblés à l'aide de grues. À l'époque, cette approche industrielle est encore peu maîtrisée à une telle échelle. Les coûts explosent, les délais s'allongent, et le projet initial, qui devait être reproduit massivement, restera finalement un prototype unique. Dès son inauguration, Habitat 67 divise. Certains y voient une vision d'avenir, une nouvelle manière de penser la ville. D'autres critiquent son coût élevé, son caractère expérimental et sa difficulté à être reproduit à grande échelle. Mais une chose est certaine, Habitat 67 devient immédiatement un symbole bien au-delà de Montréal. Cependant, derrière l'icône architecturale, une question essentielle demeure. Comment vit-on réellement dans Habitat 67 ? Avec le temps, Habitat 67 a cessé d'être uniquement un manifeste architectural pour devenir avant tout un lieu de vie durablement habité. Et ce sont justement les témoignages des résidents qui permettent de comprendre la réussite mais aussi les limites du projet. L'un des aspects les plus fréquemment évoqués par les habitants est le sentiment d'habiter une maison plutôt qu'un appartement. Les terrasses jouent un rôle central dans cette perception. Elles ne sont pas de simples balcons mais de véritables extensions du logement, souvent aménagées en jardin, potager ou espace de détente. Pour beaucoup, elles constituent le cœur de l'expérience Habitat 67. La lumière naturelle est omniprésente. Grâce aux orientations multiples et à l'absence de façades strictement alignées, les appartements bénéficient d'un ensoleillement généreux tout au long de la journée. Les vues sur le fleuve, le centre-ville ou les espaces verts renforcent le sentiment d'ouverture et de respiration, rarement associé à des logements collectifs de cette densité. À l'intérieur, les volumes sont souvent décrits comme fonctionnels, parfois atypiques. Les plans ne sont pas standardisés, ce qui implique une certaine adaptabilité de la part des habitants. Certains apprécient cette singularité, d'autres la trouvent contraignante, notamment pour l'aménagement du mobilier. La vie communautaire à Habitat 67 est un autre aspect régulièrement mentionné. Sans être un lieu de sociabilité imposé, le complexe favorise les rencontres informelles. Les circulations piétonnes, les passerelles, les escaliers extérieurs créent des croisements quotidiens. Beaucoup d'habitants parlent d'un sentiment de voisinage fort où l'on se connaît sans pour autant être dans une promiscuité excessive. Cependant, cette architecture expérimentale implique aussi des contraintes bien réelles. L'entretien du béton, exposé aux hivers rigoureux de Montréal, est coûteux. Les systèmes techniques, conçus dans les années 1960, ont nécessité d'importantes rénovations au fil des décennies. Ces coûts se répercutent sur les charges, parfois élevées, ce qui limite l'accessibilité sociale du lieu. Avec le temps, Habitat 67 est passé d'un projet de logement expérimental à un ensemble résidentiel relativement privilégié, occupé majoritairement par des classes moyennes et supérieures. Cette évolution pose une question centrale, celle de la capacité de l'architecture utopique à rester socialement inclusive sur le long terme. Malgré cela, l'attachement des habitants au lieu est fort. Beaucoup y vivent depuis plusieurs décennies et expriment une difficulté à imaginer vivre ailleurs. C'est un prototype habité, une expérience à échelle réelle qui continue de poser des questions essentielles sur la manière dont nous concevons le logement collectif. Moshe Safdie rêvait d'un système reproductible à grande échelle. La réalité économique et technique en a décidé autrement. Pourtant,
plus de 50 ans après sa construction, Habitat 67 reste habité, entretenu, désiré, et cela, en soi, est déjà un succès. Ce que montre Habitat 67, c'est que la qualité de vie ne dépend pas uniquement de la surface ou du standing, mais de la relation entre l'espace, la lumière, l'extérieur et le collectif. C'est une leçon toujours actuelle à l'heure où les villes cherchent à se densifier sans se déshumaniser. Habitat 67 ne donne pas toutes les réponses, mais il pose les bonnes questions. Et c'est sans doute pour cela qu'il continue, aujourd'hui encore, à inspirer architectes, urbanistes et habitants du monde entier. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce bâtiment et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.